Quel bail les Sénégalais ont signé avec le président Macky Sall pour son second mandat? Quelle perspective économique pour le Sénégal à l'horizon 2024? Le nouveau mandat quinquennat dédié à la jeunesse, est-ce la promesse du plein emploi? Quelle est la part de vrai dans les promesses de campagne électorale? Remue-Ménage introduit le débat prospectif sur le Sénégal de demain, un diagnostic sans complaisance ni parti pris des enjeux de développement du Sénégal pour les 5 années à venir. Abdoulaye Cissé reçoit Ousmane Biram Sané, économiste financier, consultant international et ancien directeur national de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, et Birahim Gueye, économiste, professeur de management stratégique et entrepreneuriat à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Remue-Ménage avec Abdoulaye Cissé, c'est ce dimanche sur RFM, la radio de toute l'actualité. Bonjour, bienvenue. Merci de nous rejoindre sur notre antenne pour cette édition de Remue-Ménage. Macky Sall l'a fait en 3 semaines de campagne. Messieurs mes invités, Ousmane Biram Sané, Birahim Gueye, économistes tous les deux, je reviendrai sur les présentations. Je vous plains quand même pour devoir nous expliquer en 50 minutes chrono ce que Macky Sall a pu faire en 3 semaines et convaincre les Sénégalais à adhérer à quelque chose. Victoire nette, victoire claire, limpide et même sans appel puisque l'opposition a décidé de ne pas faire de recours contre les résultats proclamés qui consacrent Macky Sall président élu à plus de 58% des électeurs du 24 février dernier. À tout le moins, il y a certainement adhésion à quelque chose. Ousmane Biram Sané, vous êtes économiste financier, ancien directeur national de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Adhésion à quoi? À un bilan, foi en l'avenir, les deux à la fois. Vous avez aussi le droit de prendre un joker, de me dire autre chose que ce que je viens d'énumérer. Adhésion à un bilan et foi en l'avenir. Je vais y revenir, mais permettez-moi de saluer mon co-débatteur, le professeur Birahim Gueye. Permettez-moi aussi de saluer tous vos auditeurs, vos fidèles auditeurs, mais aussi de rendre hommage au peuple sénégalais, qui dans son ensemble, classe politique, société civile, autorité spirituelle, ont réussi un scrutin présidentiel apaisé. Cela me paraît important. Aujourd'hui, dans notre pays, aucune frontière, aucun aéroport n'a été fermé ou des ressortissants étrangers évacués. Enfin, nos petits-enfants et nos enfants ne sont ni traumatisés ni stressés. C'est important à souligner car c'est à eux que nous voulons léguer un Sénégal uni dans sa diversité, mais aussi prospère et solidaire dans son développement. Donc le président qui vient d'être réélu, à mon avis, a su convaincre par sa posture. Il s'est mis dans une posture bilancielle et pas de promesses démesurées. Et à partir de cette posture bilancielle, il a su insuffler, il a su vendre aux Sénégalais la stabilité, la continuité, la certitude face à l'incertain qui pourrait être les promesses de ces challengers. Il a aussi su bien vendre son bilan à travers donc son plan, le plan Sénégal émergent, qui est donc un document qui a su convaincre parce qu'il est à la fois un document prospectif avec un horizon de temps en 2035. C'est aussi un document prévisionniste avec ses plans d'action prioritaires dont le PAP 1 venait d'être bouclé avec un taux de succès de l'ordre de 77%. Il y a le PAP 2 qui vient d'être aussi bien positionné à partir du groupe consultatif de Paris, notamment pour son financement. Donc, c'est un président qui a apporté de la méthode, de l'organisation et de la planification. Et à travers ces réalisations tangibles, les populations, dans leur majorité, ont re-signé un bail de 5 ans avec lui. Nous reviendrons sur certaines de ces promesses dont vous dites qu'elles ne sont pas démentielles pour les évaluer, voir si elles sont réalistes. En tout cas, elles sont belles, si on en juge des propos de campagne du candidat Macky Sall. Je me retourne vers Birahim Gueye. Vous êtes économiste, vous êtes aussi professeur de management et d'entrepreneuriat.
Je ne suis toujours pas exhaustif d'ailleurs sur vos états de service puisque vous êtes directeur de l'UFR de sciences et gestion à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Votre adhésion aussi, mais en quoi les Sénégalais ont fait foi à ce que Macky Sall leur a présenté pour le consacrer quand même président avec 58%? Merci beaucoup Abdoulaye. Je remercie aussi mon cher co-débatteur Ousmane Biram Sané. Je tiens à saluer l'ensemble des auditeurs de Futurs Médias. D'ailleurs, je tiens à présenter mes condoléances au groupe Futurs Médias suite au rappel à Dieu de deux de ses collaborateurs. Qu'Allah les accueille au paradis céleste. Je tiens à dire que le Sénégal a montré sa maturité. Il est bien de le rappeler. Comme le rappelait tout à l'heure Ousmane, on a été dans un climat de quiétude totale, sans stress apparent, sachant que malgré le verbe, la raison va finir par l'emporter et les Sénégalais ont fait preuve de clarté dans leur vision, dans leur manière d'appréhender une situation aussi importante que le choix d'un président de la République. Oui, le président Macky Sall a usé de son bilan pour convaincre les Sénégalais de signer avec lui un bail pour 5 ans à nouveau et ont voulu aussi tenir compte de l'importance de la stabilité et surtout de la certitude. Il a parfaitement raison de dire que les Sénégalais ont préféré la certitude à l'incertitude du discours de gens qualifiés à tort ou à raison de néophytes ou de belliqueux qui pouvaient entraîner le pays dans une situation peut-être de chaos ou du ton d'un environnement incertain qui ne permettait pas d'être assuré. Je tiens à dire que en réalisant le président Macky Sall avec plus de 58%, un score qui dépasse d'ailleurs les prévisions du camp du président Sall, le peuple sénégalais envoie un signal fort en termes de quête de stabilité, de quiétude sociale et une volonté de continuité. C'est un message qui mérite d'être entendu et devrait servir de socle au président Macky Sall durant les 5 prochaines années. Et il y a un certain nombre de principes qui, selon moi, devront guider l'action du futur gouvernement. Le premier principe devrait être de réconcilier le Sénégal avec tous ses fils, au-delà de toute velléité partisane, clanique, régionaliste et ou confrérico-religieuse. Je pense qu'il est temps que la patrie passe avant le parti, que le sentiment de culture de népotisme disparaissent, pas seulement au niveau central, mais également dans les organes déconcentrés. Je pense également que le président de la République devrait renvoyer au peuple sénégalais la confiance témoignée et qui s'est largement manifestée à travers les résultats sortis des urnes. Il me semble également important d'accompagner la créativité des Sénégalais à tous les niveaux et spécifiquement les entrepreneurs sénégalais en dépassant le sacro-saint théorème selon lequel l'État n'a pas pour vocation de créer des emplois, mais un environnement propice à la création d'emplois. Ma conviction est tout autre. L'État doit être entrepreneur, déboucheur de marché porteur et bailleur en dernier ressort pour les créateurs et les risk-takers. Et enfin, je pense qu'il est important que l'État mette le citoyen au centre de ses préoccupations et au cœur des décisions publiques. Je pense que c'est fort de tout cela qu'on pourrait permettre au Sénégal de croire à l'avenir et de permettre un Sénégal renouveau. Ça vous mettra forcément en débat, je pense, parce que je connais le point de vue de Ousmane Biram Sané sur ces questions d'emploi, l'État créateur d'emplois. Il en a déjà parlé ici sur ce plateau en d'autres occasions, mais nous y reviendrons. 58%, sans être dans l'analyse science politique, c'est quand même assez large. Quand je vous entends dire il faudrait décoder le message parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, il faut éviter le clivage, mais 58%, c'est assez large. On peut aussi l'interpréter comme bon à continuer ce sur quoi on était jusqu'ici. Il n'y a pas d'alerte quand même à 58%. On ne remet pratiquement rien en cause de ce que Macky Sall a fait ces 5 dernières années. On lui fait confiance. Je pense qu'il y a plusieurs... Il peut se sentir légitime en tout cas à le faire. Tout à fait, il peut se sentir légitime, mais je pense qu'il y a plusieurs grilles de lecture de ces 58%.
Effectivement, le Sénégal a voulu donner un blanc-seing au président Macky Sall pour lui permettre de dérouler son programme. Mais je pense que Ousmane le disait très justement, le Sénégal a souhaité la certitude à l'incertitude. Sachant qu'il y a des résultats qui apparaissent, il y a des infrastructures qui sont sorties de terre, il y a l'assurance du financement du PAP 2, autant d'éléments qui font qu'aujourd'hui, il était peut-être hasardeux pour le peuple sénégalais de s'engager dans une logique qui pourrait remettre en cause un certain nombre de choses. Quoi qu'on puisse dire, il y a des éléments tangibles sur lesquels les Sénégalais ont pu s'appuyer pour réélire le président Macky Sall. Mais d'autant, malgré tout cela, il est important aussi de dire qu'il y a des phénomènes qui se sont déroulés durant les 7 dernières années, auxquels les Sénégalais ne souhaitaient pas voir se reproduire parce que étant des éléments qui ont fait partir le président Abdoulaye Wade à l'époque. Je parlais tout à l'heure de ce sentiment de culture de népotisme. J'ai bien dit sentiment de culture de népotisme. Je ne dis pas qu'il y a une culture de népotisme, mais les Sénégalais aujourd'hui pensent que pour accéder à un poste, il faut être du parti, il faut être du clan, il faut être de la région, il faut être de la confrérie. Je pense qu'il est important aujourd'hui qu'on mette en place des mécanismes qui permettent de changer une telle vision et une telle perception. Et c'est fort de tout cela que je dis, oui, il y a un résultat qui met à l'aise le président et qui le légitime, mais il y a aussi besoin de tenir compte des discours discordants. Je pense qu'il est important de ne pas faire la sourde oreille par rapport au besoin de remettre les Sénégalais et leurs intérêts au cœur des préoccupations. Je pense que c'est important de ne pas donner l'impression que ceux qui peuvent, c'est ceux qui viennent d'ailleurs. Je pense qu'il est important de montrer aux Sénégalais que même pour brancher les micros, ils ont la possibilité d'eux et qu'on ne va pas aller chercher des experts qui ne sont pas plus experts que ceux qui sont au Sénégal. Nous avons souhaité avoir vos deux profils. Ce n'était certainement pas pour être dans une analyse science politique du verdict des urnes, mais on va se projeter quand même. Ousmane Biram Sané, je vais vous permettre de dire 2-3 petits mots très rapidement quand même sur ces 58%. Vous avez parlé d'un vote d'adhésion, mais est-ce qu'il faut l'interpréter comme le suggère Birahim Gueye, comme une alerte à quelque chose ou finalement c'est un blanc-seing pour le reprendre? Oui, je pense que c'est la reconduction d'une confiance. Mais il ne faut pas s'arrêter, à mon avis, aux 58%. Il faudrait qu'on interroge les 42%. Parce qu'un président élu, il l'est pour l'ensemble des Sénégalais. Aujourd'hui, le président Macky Sall est le président de l'ensemble des Sénégalais. Je l'aurais bien vu se préoccuper des 42%. Parce que c'est 42% qui n'ont pas approuvé ces politiques. Et donc, de ce point de vue, il est important d'aller chercher dans ces 42%, qu'est-ce qu'il y a à prendre? Qu'est-ce qu'il y a comme revendication sociale persistante à essayer de résoudre? Et même, j'irai plus loin, les 42% qui sont avec les candidats qui n'ont pas été élus, il y a certainement dans leur programme de bonnes feuilles qu'on peut prendre pour les insérer dans le PSE. Pour les insérer dans les programmes d'action. Parce que, assurément, pour moi, aujourd'hui, pour celui qui a bien suivi la campagne électorale, vous ne croyez pas qu'il y a déjà assez de bonnes choses à lui pour aller chercher ailleurs? Non. Vous savez, le PSE, il est bon, c'est un référentiel. Mais le PSE, dans sa dimension opérationnelle, a des programmes d'action prioritaires. Je pense qu'il faut une mise à jour de ces programmes d'action prioritaires, ou en tout cas les affiner pour intégrer la demande persistance, j'y insiste encore, pour intégrer aussi ce qu'il y a de bon dans ce que les autres candidats ont eu à proposer à l'électorat. Parce que nous sommes tous des Sénégalais. Il a la responsabilité maintenant de porter ce pays pendant les 5 ans. Il doit tenir compte des opinions plurielles pour enrichir son programme. Parce que le président Macky Sall a un autre défi. Il a réussi son défi face au peuple sénégalais, mais il doit réussir son défi face à l'histoire. Il doit sortir par le haut. Et pour ça, il doit être le président de tous les Sénégalais, réunir et réunifier la nation et conduire ses politiques en tenant compte justement de ces 42%, des aspirations de ces 42%. Concrètement, comment on fait cela? On prend les idées ou on prend ceux qui ont émis les idées? On prend les idées. On prend les idées
on peut prendre aussi ceux qui ont émis les idées et qui sont au nom du patriotisme, qui veulent venir travailler, donner à la nation. Parce que c'est pas pour rien qu'on parle d'un chef d'État comme père de la nation. Vous savez, cela a un contenu symbolique, mais aussi ça a un contenu réel aujourd'hui. C'est lui qui doit mener la barque Sénégal à bon port pendant les 5 prochaines années. Donc, il ne doit pas y avoir d'exclusion. Ça doit être une participation, ça doit être une démarche inclusive. Cela me paraît extrêmement important. Il y a quand même des choses, un débat très clivant quand même sur certaines thématiques de transparence, de bonne gouvernance, de justice. Comment J'allais en venir parce qu'aujourd'hui, il y a des demandes résiduelles qui sont là. Par exemple, les questions de citoyenneté aujourd'hui posent problème dans ce pays. C'est-à-dire qu'il nous faut des citoyens plus modèles. Il nous faut le civisme ici aujourd'hui. Il faudrait qu'on éduque davantage les populations à avoir des comportements citoyens. Il y a des mesures résiduelles à prendre. Si vous regardez l'encombrement qu'il y a dans les rues de la capitale par des véhicules usagés, si vous voyez l'occupation anarchique des trottoirs, si vous voyez aussi les comportements qu'il y a dans la circulation, tout le monde aujourd'hui, pour quand même qu'il y ait des Sénégalais modèles. Vous avez quand même un peu voyagé, Ousmane Sané. Vous savez qu'on n'a jamais rendu des citoyens modèles sans réaffirmer l'autorité de l'État, l'autorité de la puissance publique. Est-ce que ça ne commence pas par là? Je pense que nous avons les conditions aujourd'hui pour avoir un État puissant, puisque nous avons un État démocratique, c'est incontesté. Nous pouvons avoir un État puissant qui donne des mesures coercitives pour que nos citoyens quand même puissent respecter le comment vivre, la commune volonté de vivre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, assurément, ce qui se passe dans la capitale, par exemple, c'est vrai qu'il y a la pression démographique, mais le niveau de vie, aujourd'hui, les conditions de vie, le cadre de vie, merci pour le mot, n'est pas approprié pour un pays émergent. Cela me paraît important. Il faut qu'on éduque les populations pour que la vie citoyenne, la vie citadine soit une vie dans le respect, dans la complémentarité. Et cela même interpelle, même vous, les médias. Aujourd'hui, les programmes qu'on a dans les médias, dans les télévisions, doivent aller dans le sens de programmes plus éducatifs pour qu'on ait un comportement citoyen. Et même peut-être même aujourd'hui, on pourrait voir une certaine classe d'âge, des jeunes de 15, je sais pas, de 16 à 25 ans, 30 ans, qu'on pourrait amener de temps en temps, aller faire des sessions d'éducation civique avec nos forces armées, nos forces de défense et de sécurité, pour leur donner le sens. Vous avez vu les comportements dans les stades. Je vous ai entendu une fois vous en prendre au comportement du public après un match qui a dégénéré. L'émergence ne peut pas s'accommoder de tels comportements. Ablaye. Je ne répondrai pas pour la presse. En tout cas, elle a le dos assez large pour prendre en charge. Birahim, vous théorisez bien entendu le fait que ces 58% n'étaient pas un bon à tout faire. Vous rejoignez certainement Ousmane Sané pour élargir. Mais ma question, est-ce qu'il faut prendre les idées ou il faut prendre les hommes? En fait, c'est une très bonne question. Est-ce qu'il faut prendre les idées ou prendre les hommes qui ont porté ces idées-là? Ousmane disait que le président de la République pourrait être considéré comme étant le père de la nation. Quand vous dites Ousmane, je précise qu'il s'agit de Ousmane Sané. Hein? Ousmane Sané. D'accord. Qui pourrait prendre, en tant que président, en fait, père de la nation, pourrait aller chercher partout où se trouveraient les compétences utiles pour le développement du Sénégal, pour l'émergence de ce pays-là, et pouvoir faire la meilleure équipe possible, sachant qu'une équipe, comme on le voit avec la métaphore du sport, ce n'est pas une addition de talents, des meilleurs talents, c'est une addition de compétences complémentaires capables de porter un message et de pouvoir traduire en action une vision. Le président Macky Sall a une vision déclinée à travers le programme Plan Sénégal émergent. Aujourd'hui, je pense, dans le Plan Sénégal émergent, il y a de très bonnes idées. Il faut qu'on le dise très clairement et il faut que tout le Sénégal opte pour ce plan-là et en faire le cadre de référence qui encadre l'ensemble des actions à toute échelle. Mais il est important aujourd'hui de comprendre qu'au-delà de ce cap,
il y a des références symboliques qui tardent à être insérées dans la manière de faire. Ousmane parlait de l'importance du cadre de vie. On peut parler de la citoyenneté, on peut parler d'un certain nombre de facteurs qui peuvent être des facteurs qui peuvent bloquer la mise en œuvre d'un tel plan. J'ai parlé tout à l'heure de l'importance de mettre le citoyen au cœur des dispositifs publics, des décisions publiques. Aujourd'hui, si tous les Africains rêvent du Rwanda, de Kigali, à travers toute la batterie de communication faite sur ce pays-là, comme étant un pays où l'ordre règne, où il y a de la propreté, où il y a une égalité des chances, c'est un élément important à considérer pour en faire un benchmark capable de porter le développement de notre pays. Je pense qu'il est important aujourd'hui qu'on puisse s'inspirer de modèles qui peuvent marcher. Mais cela passe par, bien entendu, une certaine fusion. Moi, je suis plutôt d'avis qu'il faut une fusion de programmes, de bonnes idées, pour prendre quelques illustrations. Je prends le cas des bourses familiales. On voit dans le programme d'Idrissa Seck qu'on parle de salaire d'activité. Est-ce que maintenir un sentiment de fierté en soi voudrait qu'on donne des revenus sans contrepartie d'activité? Je pense qu'il est important aujourd'hui que les aides sociales soient adossées sur un engagement patriotique. Alors, pour être précis sur cette proposition du candidat Idrissa Seck, la contrepartie de l'activité, supposons que c'est à la femme qu'on donne, la contrepartie de l'activité, c'est les activités domestiques, de s'occuper des enfants, de participer à l'éducation. C'est ça la contrepartie. Bien identifié d'ailleurs. C'est une excellente contrepartie. C'est une excellente contrepartie. Aujourd'hui, on parle des questions de civisme. L'éducation civique commence à la maison. Aujourd'hui, préoccupés par la nécessité de trouver de quoi faire bouillir la marmite, les femmes sont obligées d'aller vendre des cacahuètes, des objets sans valeur importante et qui ne permettent même pas d'en tenir la sécurité alimentaire des familles. Donc si à travers une bourse ou un salaire d'activité, on pourrait amener ces familles dans une situation de pauvreté extrême à pouvoir mieux veiller sur l'éducation des enfants, mieux regarder la santé de ces enfants-là. D'ailleurs, ce qui aurait des répercussions sur les coûts, les dépenses publiques. Aujourd'hui, si les programmes de vaccination, si les programmes de nutrition sont bien menés, cela peut avoir une incidence très forte sur tout ce qui est dépenses à ce niveau-là. Donc, il y a une vraie logique économique qui sous-tend de tels comportements, mais il faudrait qu'on puisse avoir un contrat social et que l'impression que les bourses sont données à des militants ou à des militantes soit dépassée. Je pense qu'il y a aussi besoin de cela. Mais j'aimerais peut-être juste revenir, puisque le débat auquel Ablaye vous nous invitez, c'est aussi un débat prospectif. Il est important de regarder aujourd'hui où est-ce que nous en sommes. La situation durant les 7 dernières années peut être caractérisée par, sur le plan des points faibles, par la dette publique, la dette intérieure qui est importante. Je prends pour exemple le secteur de l'enseignement supérieur privé. Ces établissements créés par des Sénégalais qui, pour fonctionner, sont obligés d'accepter des étudiants envoyés par l'État et qui tardent à se faire payer. Il faut qu'on trouve une solution à cette question-là. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la logique de faire du Sénégal une destination qui compte en matière d'enseignement supérieur, l'État pourrait concilier plusieurs éléments. Concilier le besoin d'une meilleure qualité dans l'enseignement en recrutant des profils d'un certain niveau dans ces établissements d'enseignement supérieur dont on sait que n'importe qui aujourd'hui enseigne. Régler le problème du recrutement de ces bacheliers-là dans ces établissements et aussi assurer à des jeunes Sénégalais des salaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que l'État devrait aujourd'hui, pour régler le problème de la dette intérieure de ces établissements d'enseignement supérieur privé, proposer de prendre en charge les salaires
des enseignants sur une certaine période. On peut imaginer une période de 10 ans. Que l'État, comme ça se fait dans d'autres secteurs, assure le salaire d'un certain profil d'enseignants qui disposent de doctorats, qui sont capables de donner une formation de qualité et, en contrepartie, demander à ces établissements d'accepter un certain nombre de bacheliers par an. De sorte à pouvoir ne plus être dans une logique de réclamation, de dû qui porte préjudice au système et qui crée des grèves inutiles. On participerait par ce biais-là à apaiser le climat sociopolitique du Sénégal. Par rapport au climat sociopolitique, il est important aujourd'hui que les problèmes liés aux grèves des syndicats dans l'enseignement, dans la santé, dans la gestion des ordures ménagères puissent être une cause nationale importante. Dans presque tous les services publics, la justice. La justice, j'en passe. Donc, que ce soit une cause nationale, il est aussi important que les questions juridiques, les questions liées à l'organisation des élections soient derrière nous pour que lorsqu'on se projettera sur les élections à venir en 2024, que le Sénégal soit en avance par rapport à ces questions préjudicielles sur le plan électoral. Je pense qu'il est aussi important que l'État accélère les projets infrastructurels. On parle de la création de nouveaux ports. À Ndayane, à Bargny, il est important aujourd'hui que l'État comprenne que c'est un enjeu important pour le développement du Sénégal. Donc, autant de points sur lesquels je pourrais revenir par la suite aussi. Il y a la réforme de la DER. On va aller au fond d'ailleurs des choses tout à l'heure. Mais vous évoquez tout à l'heure la dette aux établissements privés supérieurs. On peut aussi évoquer la dette aux entreprises du BTP. Bon, certains ont été sur la paille d'ailleurs pour n'avoir pas été. Mais est-ce que la limite de votre argumentaire ne se trouve pas dans les éléments que vous donnez quand vous demandez, quand vous plaidez presque pour l'État-providence, c'est-à-dire de multiplier encore, vous plaidez même d'élargir les bourses familiales. Étant entendu que notre économie est sur des rampes de lancement, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait alourdir encore la facture de l'État avec de tels programmes? Est-ce que ce n'est pas là la limite de bien lancer notre économie? En fait, c'est juste des mécanismes de transfert à faire, pas un accroissement des dépenses publiques. Aujourd'hui, on le dit, l'État doit jusqu'à 16 milliards aux établissements d'enseignement supérieur en choisissant de payer la scolarité des étudiants. L'État pourrait négocier avec ces établissements, au lieu de payer la scolarité des étudiants, de prendre en charge les salaires des enseignants qui interviennent dans ces établissements. En charge à ces établissements d'accepter des quotas d'étudiants gratuitement pour l'État. Donc, un rééquilibrage permettrait de mieux faire fonctionner ces établissements qui supportent des coûts salariaux qui sont hyper importants en termes de coûts de formation pour les enseignants. Ça, c'est un élément. Et dans tous les autres secteurs, je pense que l'État pourrait être amené à repenser le modèle de la dépense. Je pense que c'est l'optimisation de la dépense qui permettrait de ne pas alourdir les dépenses publiques, mais de permettre à ce que l'État puisse se repenser différemment. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est tous capables de voir qu'il y a parfois des comportements de gabegie, des comportements de dépenses de prestige qui n'ont pas forcément lieu d'être et qui permettraient d'avoir une dépense beaucoup plus efficace et beaucoup plus performante. Ousmane, surtout sur... Moi, j'entends Birahim Gueye, j'ai l'impression qu'on veut retourner à l'État-providence. Mais dans cette phase intermédiaire où on veut bien relancer notre économie, la structurer surtout et qu'elle ait des bases solides, est-ce qu'on peut continuer cette politique sociale? Je pense qu'aujourd'hui, quand même, moi, je serais plus partisan pour... effectivement, le maintien de certaines politiques sociales, parce que c'est une question de partage des fruits de la croissance. On se projette à l'horizon 2000, sur les 5 ans à venir, vers un taux de croissance moyen de 9%. Dans un pays aussi où on veut faire fléchir le taux de pauvreté, le ramener de 35% à 29%. Dans ce cas de figure, je pense qu'il est tout à fait compréhensif de
d'avoir des mécanismes de partage des flux de cette croissance-là, qu'on l'appelle bourse familiale ou qu'on l'appelle contrepartie d'activité. Il est important aujourd'hui de partager les flux de cette croissance-là. Pour moi, c'est un aspect positif d'un État-providence. Par contre, je serais aussi plus d'accord qu'on ait un État régulateur. Un État régulateur, c'est-à-dire un État qui fait beaucoup de réformes pour impulser la croissance équilibrée. Un État aussi qui serait moins entrepreneur. Et là, peut-être que je ne partage pas tellement l'avis de mon co-débatteur Birahim. Je pense que quand on regarde la réalisation du PAP 2 du PSE, l'État a contribué pour 67% dans le financement. Et on se rend compte que les finances publiques ont été beaucoup mises à contribution pour financer les grandes réalisations de ce pays. Et c'est d'ailleurs l'une des critiques que les FMI faisaient à l'État pour dire qu'aujourd'hui, quand même, il faut que la croissance soit tirée par l'implication du secteur privé. Donc c'est pourquoi j'ai dit il faudrait que l'État arme le secteur privé national pour pouvoir absorber les opportunités qu'offre la commande publique, les opportunités qu'offrent justement les partenaires publics-privés à travers les grands chantiers de l'État, mais arme aussi le secteur privé de manière à ce qu'il puisse s'imposer sur les marchés extérieurs. Parce que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Notre secteur privé est réputé être faible, mais à force de croire qu'il est faible, il finira par devenir effectivement faible. Et donc, pour moi, le quinquennat qui arrive doit être forcément le quinquennat du secteur privé. Un secteur privé qui crée des richesses, un secteur privé qui crée de l'emploi, un secteur privé qui est basé autour de champions qui pourraient donc porter l'étendard du Sénégal. Parce que, en dernier ressort, le plus gros créateur d'emplois, c'est le secteur privé. On ne dit pas que l'État n'en crée pas. Mais vous savez, l'État a une masse salariale à gérer en fonction de ses recettes fiscales. Il y a des ratios à respecter. C'est vrai, mais l'État n'a pas des corps de métier extensibles. En général, c'est la sécurité, la santé, l'éducation. Au-delà de ça, un État ne peut pas créer des emplois. Mais il doit créer des emplois. C'est de ce point de vue, par exemple. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister à une foire qui s'est déroulée à Wakhinane Nimzat en fin janvier, qui a été organisée par des jeunes et qui l'ont intitulée « Ellek Bouler ». Ça veut dire que cette jeunesse aspire aujourd'hui à avoir un avenir certain. Donc, je pense que des instruments comme la DER, qui financent les primo-demandeurs d'emploi, qu'on sait qu'ils n'ont pas la surface financière, ils n'ont pas le capital expérience, mais qu'on leur donne un capital de départ pour qu'ils puissent aller dans l'auto-emploi, c'est des mécanismes qu'il faut amplifier. 30 milliards, c'est bien, mais ce n'est plus suffisant. Il faut multiplier par 2, par 3 les capacités de la DER, etc., les capacités du système bancaire national. Parce qu'aujourd'hui, il faut que notre système financier soit bien armé aussi face, quand vous regardez ce qui se passe, le roi du Maroc, quand il faisait sa tournée dans les pays de la CEDEAO, avant de frapper à la porte de la CEDEAO, mais il s'est déplacé avec ses banquiers, avec ses entrepreneurs. Aujourd'hui, quand même, nous devons être très attentifs à cela. Il faut reconstituer un bloc bancaire national, résolument tourné vers le financement de nos hommes d'affaires. Parce que si vous regardez le paysage du système bancaire sénégalais, il y a les banques françaises, entre guillemets, il y a les banques marocaines, il y a les banques nigérianes, etc. Mais où sont les banques sénégalaises? Donc, dans ce quartier que constitue la DER, la BNDE, le Fonds 6, le Fonds GIP, il faut avoir un système financier fort et clairement afficher nos ambitions pour accompagner le secteur privé. Ce quinquennat, il sera vraiment un quinquennat du secteur privé pour pouvoir donc créer des emplois que les jeunes attendent. On parle d'une projection de 600 000 emplois encore pour le PAP 2. C'est bien. Si on peut aller au-delà encore, c'est mieux. En fait, sur ce plan-là, j'aimerais rebondir. Effectivement, il faudrait que l'économie soit portée par le secteur privé. Il n'y a rien à dire par rapport à cela.
Mais ma conviction est qu'un secteur privé fort ne peut exister sans une implication forte du secteur public. Et vous l'avez parfaitement dit, le président marocain, en fait le roi marocain, en voyageant, part avec ses entreprises pour aller conquérir des marchés. Et ne s'arrête pas là, met en place des dispositifs et des mécanismes, aussi bien sur le plan du financement que sur le plan de l'ouverture de marché à ces entreprises-là pour leur permettre d'accroître leur capacité et de pouvoir aller conquérir ces marchés. Aujourd'hui, ce qui pose problème au Sénégal, c'est que l'État ne fait pas confiance, et il faut le dire, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont ces entrepreneurs-là au niveau du CNP, au niveau de la CNES, au niveau de tous les autres syndicats, le Club des investisseurs sénégalais, qui disent que l'État sénégalais ne fait pas suffisamment confiance aux entrepreneurs sénégalais en leur donnant une place dans les marchés publics. Et aujourd'hui, il est important que cette question-là soit aussi une cause nationale. Il est également important, de mon point de vue, que l'État, dans une perspective, et c'est ça que j'entends par État entrepreneur, quand vous avez des secteurs qui ne sont pas suffisamment porteurs, mais pour les entrepreneurs privés, parce que les investissements à réaliser pour pouvoir engager ces secteurs-là sont trop importants, et les risques sont beaucoup trop élevés, vous avez un environnement beaucoup trop incertain, c'est l'État qui peut prendre le risque de déboucher de tels secteurs. Aujourd'hui, si le secteur de la distribution échappe au Sénégal, c'est parce que l'État n'a pas joué le rôle qui devrait être sien en mettant en place un dispositif de promotion de champions nationaux. Quand, pour ne pas le citer, Serigne Mboup crée Pridou, avec un système de franchising, on a vite compris que les comportements socio-culturels et psychologiques des Sénégalais n'étaient pas favorables à payer des actifs immatériels. Il était important qu'au Sénégal, qu'on puisse s'engager dans une logique d'encadrement, d'accompagnement et faire en sorte que naissent de véritables coopératives de distribution pour permettre à l'ensemble des acteurs de la distribution au Sénégal de chercher une taille à même de permettre au Sénégal d'avoir une distribution professionnelle. L'État a été absent. Je ne parle pas du gouvernement de Macky Sall. C'est quelque chose qui est ancien. Mais on aurait pu, de cette manière-là, je ne sais pas, j'appelle par exemple à la création d'un fonds spécifique à la distribution, pour permettre à ce que des entrepreneurs sénégalais qui sont dans le secteur de la distribution, qui ont fait preuve de volonté, mais qui sont arrivés à leurs limites, parce que n'ayant pas des moyens d'aller convaincre des grands entrepreneurs pour, en tant que fournisseurs ou pour s'approvisionner auprès de ces gens-là, que l'État leur donne les moyens de pouvoir élargir leur échelle et être de véritables compétiteurs face aux multinationaux qui vont venir. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants que l'Afrique se fera avec ou sans les Africains. Il est important qu'aujourd'hui, qu'on comprenne les dynamiques géopolitiques au niveau international qui font que les gens, du fait des richesses naturelles dans nos pays, souhaitent venir dans notre continent. Et préparer nos acteurs nationaux à avoir les capacités à même de supporter cette concurrence. Si sur le plan avicole, aujourd'hui, le Sénégal a pu résister, c'est parce qu'il y a eu des moratoires qui ont permis à ce secteur de pouvoir se défendre et d'avoir un début de champion national. Je pense que dans tous les autres secteurs, il est important qu'on fasse cela. L'État ne peut pas seulement dire « mon rôle, c'est d'aménager un espace où les gens peuvent compétir dans de bonnes conditions ». Non, comme dans tous les domaines, les gens partent avec des différences, avec des capacités qui ne sont pas les mêmes. Et le Sénégal n'est pas encore à niveau. Il faut permettre aux Sénégalais d'avoir le niveau pour pouvoir compétir à armes égales. Moi, c'est là que j'entends par État entrepreneur et c'est important. Pour revenir à la DER, par exemple, c'est un bon projet. Mais est-ce qu'il faut aller financer des jeunes qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas de capital, qui n'ont pas de vision, qui n'ont même pas de projet? Sachant qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes Sénégalais, garçons comme filles, qui ont été investir de l'argent dans leurs études, en sortant, ont compris qu'il y avait un marché de l'emploi très peu favorable à leur insertion, qui ont créé des salons de coiffure, de petits restaurants, de petites activités. À ces gens-là, qui ont fait preuve à travers leur personne, à travers cette ressource
importante qui est leur personne et leur savoir-faire, un entrepreneurship, c'est vers cela que doit se déplacer l'ADER. Cette idée, je la dois à ma collègue Fatou Sarr de l'IFAN, qui considère que financer des mbotailles, financer des GIE de femmes, financer des politiciennes n'est pas forcément une bonne vocation pour l'ADER. Il vaudrait mieux aller prendre ceux qui ont fait preuve de capacité entrepreneuriale. Un renforcement de capacité en réalité. Surtout sur le plan financier. Parce que ce sont des gens qui ont des capacités, qui l'ont démontré et qui ont été se faire former et qui aujourd'hui n'aspirent qu'à être accompagnés. Et c'est là qu'on réglerait aussi d'autres problèmes. Si je prends le secteur comme la menuiserie, la mécanique automobile. Les artisans en gros. Ce sont des secteurs où les gens ont l'habitude de considérer qu'on n'est pas capable de faire des produits finis de qualité, qu'on n'est pas capable de rendre les produits dans un délai acceptable, et ainsi de suite. À ces gens-là qui ont besoin de professionnalisation, investir le fonds de l'ADER permettrait d'accroître et surtout de créer des moyens de créer des emplois de manière assez importante. Donc, c'est autant d'éléments sur lesquels les réformes devraient se porter et je ne pense pas que l'État du Sénégal voit véritablement là où il faut aller. Je finirai par aussi la question des partenariats publics-privés. On a l'impression que les partenariats publics-privés, c'est pour les grands projets. L'acte 3 de la décentralisation devait amener à petite échelle des formes de partenariats publics-privés qui, pour créer des petites écoles, qui pour créer des crèches, qui pour créer des dispensaires ou des hôpitaux à des niveaux relativement acceptables, qui permettent à ce que l'État puisse s'appuyer du privé qui ont les moyens et qui veulent investir sur des secteurs sûrs. Je pense que c'est autant de choses qui permettraient au Sénégal de compter sur ses fils et ça laisserait, et c'est là où l'État stratégique jouerait son rôle. Je pense que l'État n'a pas seulement pour vocation d'investir dans la sécurité, dans la santé, dans l'éducation. L'État pourrait, en voyant des acteurs privés avoir des capacités importantes pour investir dans ce secteur, aller dans d'autres secteurs. Mais c'est en leur donnant un minimum d'appui et de soutien à travers des dispositifs comme les partenariats publics-privés. Ousmane Biram Sané, économiste financier, consultant international, ancien directeur de la Bourse régionale des valeurs mobilières, et Birahim Gueye, professeur en management et stratégie et management entrepreneurial. C'est bien ça, et surtout directeur de l'UFR de sciences et gestion de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ils sont nos deux invités. On va quand même parler spécifiquement d'emploi, messieurs, parce qu'on a souvent lié l'emploi au Sénégal avec des projets de construction, dire qu'on va recruter parce qu'il y a tel projet qui sort de terre, tel autre grand projet qui sort de terre. Mais il faut avouer que c'est souvent des emplois précaires, très limités dans le temps. Est-ce qu'il faudrait arriver à ce que ce qui se passe dans certains grands pays où ces genres d'emplois sont souvent d'ailleurs réservés aux étrangers parce qu'il y a peut-être pas le plein emploi, mais au moins que les fils du pays, pour reprendre Birahim Gueye, les locaux ont déjà des emplois stables et dans la durée, et plutôt que de faire la promotion de l'emploi précaire. On a même théorisé ici le concept d'emploi décent. Est-ce qu'il ne faudrait pas dépasser ces concepts-là, Ousmane Biram Sané? Moi, je pense qu'il faut parler de l'emploi dans tous ces états. Cela me paraît être le concept le plus enrichissant parce qu'aujourd'hui, aucun pays au monde n'a réussi à résoudre cette question-là. Parce que tout simplement, il y a beaucoup de facteurs. Il y a la démographie, il y a l'éducation, il y a tout un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui, l'adéquation entre la formation et l'emploi, entre justement ce besoin que les jeunes actifs se sentent utiles pour sa société. Qu'est-ce qu'il faut? Pour moi, il faut des politiques plurielles. Il y a l'emploi formel, l'emploi informel. Mais la méthodologie la plus importante pour moi et que beaucoup de pays expérimentent, que nous sommes obligés d'expérimenter. C'est-à-dire, il faut aujourd'hui donner des moyens aux jeunes primo-demandeurs d'accéder au marché de l'emploi. On a fait avec les 3 FPT, les stages formation-emploi qui peuvent déboucher sur une embauche. On a privilégié la formation professionnelle en donnant des bourses aux élèves qui vont dans des écoles techniques. C'est important parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'emploi qualifié
a été un peu là où le bas a blessé parce qu'on était dans des formations généralistes. Aujourd'hui, on privilégie la formation technique et professionnelle. C'est une méthode pour résorber l'emploi. On a aussi parlé de l'auto-emploi avec la création, par exemple, des domaines agricoles communautaires pour créer l'entrepreneuriat agricole. Cela me paraît important. Et d'ailleurs, dans un contexte où on a un doublement des productions rizicoles, arachidières, etc., il est important de pousser notre jeunesse vers l'entrepreneuriat agricole. On a parlé de la DER tout à l'heure. Moi, je pense qu'il est important, effectivement, dans les mises à jour dont on parlait tout à l'heure, l'enfilement du programme d'action du PSE, de prendre en compte certaines idées, comme celle qu'il a émise ici, c'est-à-dire conforter ceux qui se sont lancés sans rien attendre de l'État, comme le menuisier du quartier qui vient réparer votre serrure quand elle tombe en panne. Mais cela ne doit pas occulter le rôle que doit jouer l'ADER pour le primo-demandeur. Parce qu'aujourd'hui, c'est la notion d'incubation, hein, d'incubateur et de start-up qui doit guider aussi les actions de l'ADER. Il faut pouvoir donner du capital et de l'encadrement. J'ai vu une expérience assez intéressante toujours à Wahinan Nimzat, c'est les CREA. Je pense que c'est un organe de l'enseignement supérieur. C'est des centres de recherche et d'essai. Ouais. C'est-à-dire on fait dans ces centres-là la rencontre des universitaires scientifiques qui créent des inventions ou qui encadrent les inventeurs et qui font des tests de marché pour ces produits et après qui essayent de pousser ces jeunes vers l'ADER pour qu'ils les financent. Ça, c'est des expériences intégrées de création d'emplois que les gens ne soupçonnent même pas. Donc pour moi, aucune politique n'est de trop pour l'emploi. Emploi décent, emploi indécent, emploi précaire, mieux vaut travailler un jour que de n'avoir jamais travaillé. Ça me paraît très très important. Birahim Gueye, il nous reste 3 minutes. En fait, par rapport à cette question de l'emploi, moi je tiens d'abord à rendre un vibrant hommage aux jeunes Sénégalais. Quand vous allez au marché de Sandaga, quand vous allez à Koloban, quand vous allez à l'intérieur du pays, dans tous les marchés, vous voyez des jeunes qui n'attendent pas l'État pour se créer leur propre emploi. Je pense que c'est ce que Ousmane Sané appelle les primo-demandeurs d'emploi qui, face à un marché de l'emploi défaillant, cherchent des solutions alternatives capables de leur donner des moyens de survie. À ces gens-là, il est important aujourd'hui de donner un accompagnement à travers une capacitation technique, une capacitation financière, une capacitation en termes de leadership pour pouvoir pérenniser ces emplois et faire de ces créateurs des vecteurs d'emploi. Je pense que ça devient un élément hyper important. Il est aussi important que le dispositif institutionnel de l'État, on a parlé de 3FPT, mais on peut aller plus loin avec l'ADPME, avec les bureaux de mise à niveau, avec la MIL, la mission locale. Voilà, autant d'outils que l'État devrait pouvoir utiliser pour faire de l'emploi un objet important pour le quinquennat à venir. On était sur un septennat structurant, l'objectif 500 000 emplois, promesse de campagne cette fois-ci, 1 million d'emplois, c'est réaliste au vu de la structure de notre économie et qui semble... D'après les statistiques, oui. Le Sénégal crée en moyenne autour de 200 000 diplômés par an. Et jusqu'à une période récente, l'État n'absorbait qu'autour de 50 000. On voit le gap qui se constitue et surtout le stock d'année en année. Aujourd'hui, je pense qu'il est important d'avoir une politique qui permette de pouvoir régler de manière assez forte cette question de l'emploi. Est-ce que les 1 million... C'est une bonne chose, les instituts de métiers quand même, pour réformer aussi ceux qui sont diplômés, qui sortent des écoles de formation ou de l'université sans métier, pour pouvoir s'orienter à autre chose. Le centre de bâtiment de Diamniadio me semble être un modèle à reproduire. Et c'est par là qu'on va permettre aux jeunes d'avoir une qualification qui peuvent
prévaloir sur le marché du travail. Ousmane Sané, on n'a pas parlé de pétrole parce que c'est pas encore, on n'a pas encore Mais sorti justement, un baril. j'allais en parler parce que pour moi, les projections de création d'emplois ont tenu compte de l'économie pétrolière et gazière que nous serons. Et cela me paraît important. Aujourd'hui, l'Institut des métiers du pétrole, tous ces métiers qui peuvent être suscités par l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz vont très certainement donc nous conduire à avoir des taux d'insertion professionnelle pour nos jeunes. Cela me paraît être quelque chose de très très important. On peut garder l'optimisme pour les 5 ans à venir. On va en rester là. Il est 10h59 dans nos studios. Je remercie Ousmane Biram Sané, économiste financier, consultant, ancien directeur de la Bourse régionale.